Donc bonjour, merci à tous de votre présence. Donc il s'agit en quelque sorte, comme l'a dit Delphine, eh bien de la rentrée du Club des entrepreneurs qui était un peu moribond et donc dont nous avons repris l'animation avec Xavier. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, l'entrepreneuriat c'est un sujet qui nous intéresse et ce qui d'ailleurs nous a motivés pour la reprise de cette animation, étant précisé que nous sommes nous-mêmes des entrepreneurs. Xavier dans le cadre de reprises successives d'entreprises dans des secteurs assez variés et avec un certain succès. Et moi-même, en ayant créé mon cabinet d'avocat en droit des affaires et droit social il y a désormais 11 ans. Donc nos préoccupations ont été et restent toujours celles que vous pouvez rencontrer, tout ce qui est attrait au business plan, au financement, au recrutement, etc. etc. La vocation du club, c'est donc de vous proposer un espace d'échange que nous organiserons dans le futur en présentiel quand cela sera possible, et des échanges donc autour de thématiques qui seront propres à vous intéresser, des retours d'expérience à succès ou non d'ailleurs, en matière de création d'entreprise, et c'est le cas aujourd'hui s'agissant d'un succès, et des thématiques qui seront spécifiques ou techniques sur le financement, la levée de fonds, le juridique, le recrutement, etc. etc. Donc, nous ne serons naturellement pas les seuls à décider, et toutes vos suggestions seront donc les bienvenues, car avant tout, c'est un club qui se veut contributif, et donc toutes les initiatives seront également les bienvenues. Vous allez recevoir je te coupe la parole, un petit questionnaire en fin de webinaire, cet après-midi, et vous avez la possibilité de nous faire part de vos suggestions par écrit. Donc, vraiment, n'hésitez pas, critiques, remarques, suggestions. Voilà, c'est vraiment un club qu'on souhaite animer tous ensemble. Je vais laisser la parole à notre invité du jour et que nous remercions donc de sa présence et du temps qu'il nous consacre aujourd'hui, donc Nicolas de Bronac. Et puis Xavier, je te laisse la parole pour l'animation de ce témoignage. Okay. Merci Cyril, merci pour ta présentation. Juste à succès, je n'ai pas eu que des succès, je tiens à préciser. Nicolas pourra en témoigner, puisque Nicolas, je l'ai rencontré dans les fin 90, début 2000, quand j'ai essayé de monter une première entreprise que j'ai malheureusement, je n'ai pas réussi à la développer comme on le souhaitait. Et Nicolas, en fait, on l'avait contacté, il avait été un de nos premiers clients au départ quand on faisait des cintres écologiques. Et voilà, et j'ai toujours été surpris par ce garçon qui était assez jeune quand je l'ai rencontré, c'était il y a plus de 15 ans au moins, et la niaque qu'il avait, la volonté qu'il avait, c'était d'aller vers un métier qui pour moi était un métier austère, je ne connaissais pas, c'était l'univers des pressings. Mais avant de rentrer là-dedans, j'aimerais que tu te présentes un petit peu. Quel parcours tu as eu à l'ESCA? Qu'est-ce qui te destinait à être chef d'entreprise? Voilà un petit peu, est-ce que tu as apporté l'ESCA globalement? Bonjour Xavier, bonjour. Bonjour à tous, merci d'être présent pour ce petit webinaire qui me fait très plaisir. Je suis ravi d'échanger un petit peu avec chacun d'entre vous. Parcours, comme chacun d'entre vous, l'ESCA, 2001-2006. Si je ne dis pas de bêtises, je suis sorti en 2006, promo 2006. Je vois qu'il y a Philippe Moyencourt qui est de la promo 2006 aussi, qui est connecté. Merci à lui. Parcours à l'ESCA, pas très brillant, parce que j'étais pas dans les premiers de promotion, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai même eu quelques petites difficultés avec la direction de l'époque, Monsieur Potet, si je me souviens bien de son nom, avec qui on n'était pas en très bons termes tous les deux, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça a été toujours un petit peu houleux. J'ai travaillé pendant toutes mes études, moi chez Darty. J'étais vendeur le samedi après-midi, le dimanche, Darty à Bondy, c'est le magasin du siège de Darty qui est ouvert le dimanche, du coup, de façon historique, dans le 93, qui a été absolument passionnant, cette expérience qui a duré quand même presque 5 ans, d'apprendre ce que c'était que la vente dans des zones qui ne sont pas forcément évidentes, parce que Bondy, il y a une zone riche et une très grosse zone qui est plutôt très pauvre, donc c'était assez passionnant de voir comment ça se passait et de parler aux deux types de clientèle. Le principe qui a toujours été le mien, c'était celui de Bernard Darty, qui n'est pas très compliqué, qui avait un slogan qui était toujours le même, c'était « Il faut vendre aux riches parce qu'ils ont de l'argent et aux pauvres parce qu'ils sont nombreux ». C'était sa politique qui lui a plutôt réussi, parce qu'il a eu un petit succès quand même. Et soit on se lance dans un segment d'ultra luxe, soit vraiment d'ultra cheap, mais si on essaye de vendre à tout le monde, il faut toujours penser qu'il faut absolument s'adresser à tout le monde.
J'ai commencé ensuite ma carrière professionnelle après l'ESCA, enfin même en stage de fin d'études chez Alain Flelou. J'ai été son esclave pendant 3 ans. Ça, c'était absolument passionnant. Patron difficile, exigeant, avec des sauts d'humeur méditerranéens légendaires. Il passait en hurlant dans les couloirs, en insultant tout le monde. C'était assez original, un peu spécial, mais néanmoins passionnant. Et j'ai appris chez lui 2 choses. La première, c'est qu'est-ce que c'est qu'un réseau de franchise. Ça m'a passionné. Le principe de la franchise, ça permet à une entreprise de croître rapidement tout en n'ayant pas forcément besoin de CAPEX parce qu'ils sont supportés par les partenaires franchisés pour obtenir un maillage territorial. Franchise, c'est quelque chose de très difficile mais de passionnant. Et j'ai surtout appris chez lui la résilience absolue et la faculté incroyable de se remettre en question, même quand tout va bien. Il disait toujours, c'est pas parce que ça va bien aujourd'hui que ça ira bien demain. Donc, il faut toujours penser que ce qu'on fait aujourd'hui de bien, demain, ça sera pourri parce qu'on sera dépassé. Il faut toujours avoir un temps d'avance. Donc, à peine un produit lancé, il fallait immédiatement penser au suivant, celui d'après, celui d'encore après. Et ça, c'était vraiment passionnant comme apprentissage. Et après ces petites années, les excellents enseignements, évidemment, que j'ai eu à l'ESCA, et mes expériences chez Darty et chez Alain Flelou, je me suis lancé en 2008 dans le monde du pressing. Et la société en janvier 2008, on a ouvert le premier en décembre 2008. Pourquoi le monde du pressing? Parce que c'était un métier dans lequel personne ne voulait aller. Moi, je voulais absolument créer mon entreprise depuis tout petit. C'est ça qui m'animait, c'est ça qui m'intéresse moi plutôt dans la vie professionnelle. Je n'avais pas du tout envie d'être salarié d'un grand groupe. Je voulais absolument être un petit entrepreneur. C'est ça qui m'intéressait, qui m'amusait. C'est pas facile, mais c'est passionnant. Et du coup, ne sachant pas quoi faire, évidemment, j'ai déblayé tous les domaines d'activité possibles de celui qui me passionnait le plus, le pinard, la bouffe, le sport, etc. Mais à chaque fois, il y avait déjà 42 000 entreprises, 40 000 réseaux qui existaient, des chaînes très puissantes où ça paraissait assez compliqué d'aller les concurrencer. Et puis, j'ai défilé tous les domaines d'activité jusqu'au pressing. Et là, je me suis dit, ça, c'est parfait, c'est pas glamour, personne veut y aller, c'est un métier d'indépendant, ça n'a pas bougé depuis 30 ans. Il y a des choses à faire. Tu vas te lancer là-dedans parce que tu auras moins de concurrence que dans d'autres secteurs d'activité. Et du coup, ça sera moins compliqué que dans d'autres secteurs d'activité de pouvoir se démarquer et d'essayer de grandir le plus efficacement et le plus rapidement possible. Donc voilà comment ça s'est fait en 2008. On achète un brevet. Alors, je me suis associé avec 2 personnes au début parce qu'évidemment, moi, j'avais pas de rond malheureusement. Et dès la première année, avant même l'ouverture du premier, on a levé des fonds. L'objectif, c'était d'essayer d'avoir une croissance plutôt rapide. Je ne voulais pas ouvrir une boutique tout seul, y passer 6 ans, qu'elle soit remboursée pour 6 ans après pour en ouvrir une deuxième, etc. Ça me disait trop rien. Donc, l'objectif, c'était d'essayer d'aller le plus rapidement possible. Et c'est pour ça qu'on a levé le fonds dès la première année, ce qui n'est pas forcément conseillé d'ailleurs. Et c'est ce que je ne conseillerais pas forcément à ceux qui montent leur entreprise aujourd'hui. Il vaut mieux faire ça en plusieurs étapes. Donc voilà le principe, croissance relativement raisonnable, mais relativement rapide quand même, parce qu'aujourd'hui, donc c'est 12 ans après l'ouverture de la première, 13 ans après l'ouverture de la première boutique, vers fin décembre 2008. Donc ça fait déjà 13 ans. J'étais jeune à l'époque. On a 70 boutiques dans le réseau. On en a 13 qui sont à nous en propre, donc le franchiseur. Et il y en a 57 qui sont en franchise, principalement en France métropolitaine. Et puis, il y en a 3 à Moscou qui ont un peu de mal en ce moment, mais ça faisait déjà 2-3 ans que ça avait un peu de mal. Il y en a 2 à Casablanca qui cartonnent, c'est plus porteur. Et il y en a un sur l'île de la Réunion. Et il y en a un deuxième qui va ouvrir le mois prochain sur l'île de la Réunion. Donc voilà, société à taille humaine, parce que dans la structure du franchiseur, en tout, il y a un peu plus de 50 collaborateurs, mais qui sont essentiellement des collaborateurs qui travaillent dans les 13 passings qu'on a en propre, plus des techniciens et des chauffeurs-livreurs. Et au bureau, nous ne sommes que 5 pour animer et développer ce petit réseau de 70 boutiques aujourd'hui. D'accord. Je vais te couper un peu parce que tu vas un petit peu plus vite dans tout ce qu'on avait vu, mais je voulais savoir quelles étaient les principales innovations que tu avais apportées à ton réseau, en fait, parce que sur un métier jugé un peu old school, qu'est-ce que tu as innové, qu'est-ce que tu as apporté comme innovation? Alors, l'innovation, ça, c'est vachement important. Conseil ouais. que je donne toujours à ceux qui veulent monter leur boîte. Tout le monde me dit, mais moi, je veux monter une boîte, mais je n'ai pas d'idée.
il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu une idée, hein, à part des startups révolutionnaires ou le gars qui a fondé Google, super, il a eu une idée de créer un moteur de recherche, mais la plupart des gens qui montent une boîte, on prend un secteur d'activité, on regarde ce qui se passe et on essaye de changer 2-3 choses, soit en augmentant la qualité, soit en faisant la même qualité, mais en arrivant à descendre un petit peu le prix. Et donc, dans le pressing, il y avait une chose qui n'allait pas du tout, c'était le côté éco-responsable, parce que la technologie qui était utilisée dans les pressings, qui est interdite d'ailleurs depuis le 31 décembre 2021, là, depuis 3 mois, était une technologie qui était cancérigène et extrêmement polluante. Donc, la base, c'était d'essayer de verdir un petit peu le métier. Et la première chose, c'est qu'on a acheté tout simplement un brevet qui était disponible en France, qui existait déjà aux États-Unis et en Angleterre, d'une nouvelle technologie de nettoyage à sec. Donc, on a commencé avec cet avantage concurrentiel, avec une technologie plus green et qui donne des bons résultats sur le nettoyage des vêtements. Et ensuite, on a apporté tout le reste. L'idée, c'était de partir d'une page blanche, parce que là, on était vraiment sur un métier désuet. Donc, on a apporté un système informatique qu'on a fait développer, qui est complet, qui permet une bonne gestion de la chose. On a apporté énormément de communication, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, qui permet de faire parler du pressing et d'attirer des nouveaux clients dans les boutiques, parce que le monde du pressing avait une clientèle plutôt vieillissante. Et ensuite, on a apporté tout ce qui est savoir-faire. Ce sont des centres de formation agréés aujourd'hui, donc on va former tous les collaborateurs de nos boutiques et de nos partenaires franchisés de A à Z, parce qu'on est dans un métier sur lequel il n'y a plus de formation, il n'y a plus d'école de formation, il n'y a plus de BTS, il n'y a plus rien malheureusement. Et donc, on apporte des nouveaux produits constamment. Là, maintenant, on se met à vendre des lessives en vrac. Les clients reviennent avec leurs bidons vides pour qu'on les remplisse, ce qui leur permet de les payer moins cher que les lessives qu'on peut acheter en grande distribution. C'est des lessives de meilleure qualité. On fait de la teinture de vêtements, chose qui ne se faisait plus du tout dans les pressings, alors qu'à la base, le métier, c'était teinturier-apprêteur. Donc, on essaye soit de réapporter des choses qui existaient avant dans le métier, soit d'apporter des nouvelles choses pour apporter plus de rubriques afin de développer le chiffre d'affaires de nos franchisés et de nos boutiques. Ouais, tu fais aussi, tu vas vers les chaussures, tu relookes les chaussures sur les sneakers et tout ça? Et on fait du nettoyage là, depuis 1 an maintenant de baskets et sneakers. L'objectif, c'est de gagner un peu de rond, évidemment, mais surtout de faire venir une clientèle plus jeune dans les boutiques. Oui, parce qu'aujourd'hui, le pressing, c'est plutôt fréquenté par qui? Alors, dans les pressings traditionnels, la moyenne d'âge, c'est plutôt 50, 95 ans. Dans nos pressings, c'est beaucoup plus large, hein, parce que ça commence à 20 ans pour ceux qui nettoient les baskets, jusqu'à 95 ans aujourd'hui. Le costume cravate est évidemment plus trop de rigueur, à part dans les grands groupes, les cabinets d'avocats, c'est pas Cyril, ou les banquiers, les auditeurs, etc. Donc, on nettoie beaucoup plus de vêtements qui sont des vêtements plus jeunes, des pulls, du cachemire, des manteaux, des écharpes, des doudounes, des impairs, etc. Donc, on essaye de varier de façon très importante la typologie de vêtements et d'ameublement qu'on a chez nous pour s'adresser à tout le monde. Ouais. Vous êtes un peu 2.0 avec une appli ou une appli mobile ou mais vos vêtements sont prêts, on reçoit un SMS ou un truc comme ça? Alors, on n'est pas du tout 2.0, à part effectivement quand les vêtements sont prêts. S'ils sont prêts avant l'heure prévue, le client reçoit un petit email. On préfère l'email, c'est gratuit, le SMS, c'est payant. Il n'y a pas de petites économies quand on a une PME. Ouais. Et par contre, on n'est pas du tout 2.0. On est sur un métier où il y a eu une bonne trentaine de startups qui ont tenté leur chance depuis une dizaine d'années. Les startups, donc il n'y a pas de pressing, il y a une appli, on sous-traite à des pressings, on fait du service de livraison à domicile. Mais elles ont toutes évidemment déposé le bilan les unes après les autres, parce qu'il n'y a pas de business model là-dessus. La livraison coûte trop cher par rapport au prix de la prestation. Et si on facture la livraison, il n'y a plus de clients qui veulent se faire livrer. Et si on ne la facture pas, on a des clients, mais on perd de l'argent tous les mois, quoi. Donc, on ne veut pas trop y aller là-dedans. On est très prudent là-dessus et on ira peut-être un petit peu plus tard, mais en ultra local, en faisant un service de livraison, mais par arrondissement, en commençant par Paris et Lyon, parce qu'on aura un pressing dans chacun des arrondissements. Donc, on pourra faire de l'ultra local qui permettra de réduire un peu les coûts de livraison. Mais ce n'est pas du tout notre objectif. D'accord. Ok. Aujourd'hui, moi, j'ai été franchisé à un moment, à Angers en plus, rue de Neveu. Je n'ai pas vu vraiment beaucoup d'avantages, voire j'ai vu que des inconvénients. Quels sont les avantages pour toi d'avoir des franchisés, et quels sont les avantages pour tes franchisés d'être avec toi en fait?
Alors, la franchise, c'est un truc passionnant. Il y a le salon de la franchise. Pour ceux qui veulent monter leur boîte, on conseille toujours d'y aller, même si ce n'est pas du B2C, même si ce n'est pas des commerces, parce que c'est très intéressant de voir ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a 1800 chaînes de franchise en France. Alors, il y en a des toutes petites qui ont des boutiques et des très grosses comme McDo qui en ont 2500. Il y a de tout. Les experts de la Fédération française de la franchise sont assez d'accord sur un point, c'est que sur les 1800 franchises qu'il y a en France, il n'y en a vraiment que 150 ou 200 qui ont un vrai intérêt pour les franchisés, et tout le reste, c'est pas forcément terrible, c'est plutôt des gens qui essayent de gagner un peu plus de ronds et qui n'ont pas forcément vocation à faire en sorte que leurs franchisés s'en sortent très bien et gagnent même de l'argent. Donc, il y a vraiment à boire et à manger dans le métier de la franchise. Nous, on ne fait pas forcément de la franchise pour le côté bénéfice, résultat, parce qu'on est sur un petit métier, on est sur des métiers à forte marge, mais à petit chiffre d'affaires, c'est 200 000 € par an, la moyenne du chiffre d'affaires d'un pressing dans notre réseau, et c'est 80 000 € la moyenne du chiffre d'affaires des pressings indépendants, donc on fait un peu plus de 2 fois la moyenne des indépendants. C'est vraiment pas beaucoup, hein. Mais c'est que de la marge aussi, il y a 90% de marge dans nos métiers, c'est du service. Ouais, il y a des coûts avec l'énergie, l'amortissement, enfin les machines, voilà. Oui, mais ça fait l'énergie comprise, on fait 90% de marge brute, donc c'est vraiment des métiers à très forte marge. Le coût principal, évidemment, c'est la masse salariale qui représente 40 à 45% du chiffre d'affaires, mais c'est des métiers, quand c'est bien fait, qui sont très rentables, parce qu'on peut faire quasiment 30 points d'EBITDA et presque 20 points de résultat net par boutique pour nos partenaires franchisés, donc c'est assez rentable. Et qu'est-ce qu'on apporte? Pourquoi est-ce qu'on fait de la franchise? Pour pouvoir avoir un réseau national. Le réseau national nous permet de bien mieux négocier nos achats, les achats de machines et les achats de produits, pour en faire bénéficier tout le monde, mais aussi pour en bénéficier nous sur nos boutiques. Ça nous permet aussi de signer des contrats nationaux, parce qu'on fait aussi beaucoup de prestations pour les entreprises. Et grâce à notre réseau national, on a comme client, on a Louis Vuitton, c'est nous qui nettoyons les uniformes de toutes leurs boutiques en France, Cartier, Nespresso, beaucoup de sites Sodexo Prestige, etc., qu'on n'aurait pas pu signer comme client si on n'était présent que nous à Paris. Parce que tous ces groupes-là veulent avoir des contrats nationaux. Donc, ça nous permet aussi de faire bénéficier nos partenaires franchisés du coup de contrats nationaux dès qu'ils ouvrent dans leur ville. Et ça nous permet aussi, nous, sur Paris, de pouvoir aussi bénéficier de ces contrats nationaux qu'on ne pourrait pas avoir si on n'avait pas un réseau de franchise derrière. Donc, pour que ça fonctionne bien, la franchise, il faut que ça soit vraiment gagnant-gagnant. Parce que si, en voyant un contrat de franchise pour celui qui veut ouvrir une franchise, il s'aperçoit qu'effectivement, il n'y a que des coûts et qu'il n'y a pas grand-chose en face, il vaut mieux pas y aller. Il faut mieux soit prendre une autre franchise, soit le faire en indépendant. Mais ça doit vraiment être un gagnant-gagnant, quoi. Si on ne voit pas vraiment l'intérêt dès le début, si on a un doute, il vaut mieux pas y aller. Quel est le budget moyen pour ouvrir un pressing Sequoia aujourd'hui? Il faut compter combien à peu près? Le CAPEX moyen, c'est 200 000 € d'investissement entre un achat de pas de porte au fonds de commerce, les travaux, le mobilier, un peu de droit d'entrée, un peu de frais, un peu de BFR. La totale, en moyenne, c'est 200 000 € par oui, quand même, pour 200 000 de chiffre d'affaires. Pour 200 000 de chiffre d'affaires, oui. Ah oui, c'est OK. Ouais. Je ne connais pas les standards de toutes les franchises, mais moi, quand j'avais ouvert des franchises, ce n'était pas ces standards-là. Oui, alors sur les métiers de service, c'est souvent ces standards-là parce que la marge, évidemment, n'est pas la même. Oui, mais la marge est plus importante, effectivement. Quand on fait des métiers de revente et qu'on fait que 45 ou 50% de marge brute, évidemment, il vaut mieux que l'investissement global soit de la moitié du chiffre d'affaires prévu et non pas de 100% du chiffre d'affaires prévu, sinon c'est mal embarqué. Avant de parler des médias, juste une dernière question. Est-ce que tu penses que ton métier a complètement fait sa mue? Est-ce qu'il y a encore des choses qui peuvent être allées chercher en termes d'innovation? Et est-ce que tous les petits pressings de quartier qu'on voit parfois un peu vieillissants, où il n'y a plus d'investissement, avec souvent une dame à l'intérieur, est-ce que tous ces pressings-là vont fermer et toi, tu vas progresser? Ou est-ce que l'autre franchise que l'on connaît, 5 à sec, blanc-bleu, je ne sais pas, va prendre le pas voilà, quoi. Alors aujourd'hui, dans notre métier, on est les seuls qui avons une vraie croissance. 5 à sec, quand j'ai commencé en 2008, ils avaient plus de 500 boutiques en France. Aujourd'hui, ils en ont 170. Et nous, en 2008, on en avait une et aujourd'hui, on en a 65 en France. Donc, on espère qu'on va les doubler dans les années à venir. Ils sont plutôt en phase de décroissance qu'en phase de croissance.
Et notre métier aujourd'hui va connaître une transformation significative parce qu'il y a, et c'est déjà en place depuis plus de plusieurs mois, il y a un massacre complet sur le nombre d'établissements pressing. Il reste encore un peu moins de 4000 pressing aujourd'hui et on pense qu'il n'y en aura plus que 2500 dans 24 mois. Aujourd'hui, il y a un tiers des pressings français qui sont à vendre pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a eu un changement de technologie imposé par l'État. Depuis le 31 décembre 2021, c'est-à-dire depuis 2 mois et demi, le perchloréthylène qui était utilisé par 100% des pressings en 2008, quand on s'est lancé, est interdit. Et sur les 4000 pressings de France, il y en a encore 700 qui ont une machine au perchloréthylène. Ça fait depuis 2012 qu'ils savent que ce sera interdit en 2021, donc ils ont quand même eu 9 ans pour changer. Et ceux qui n'ont pas changé ne changeront pas. C'est-à-dire qu'ils sont tous à vendre ces pressings-là, parce que la moyenne d'âge des exploitants est largement de plus de 65 ans. Il y a encore des exploitants qui ont plus de 75 ans qui sont encore dans leur boutique aujourd'hui. Et il n'y a pas de repreneur. C'est-à-dire qu'un pressing tout pourri qui fait 70 000 € de chiffre, s'il n'y a pas un projet derrière de le reprendre, de s'adosser une enseigne, de faire de la com, etc., et soit ça part en pas de porte parce qu'il est très bien placé, soit ça ferme. Donc aujourd'hui, il y a une érosion considérable, même dans les grandes villes, même à Paris et Lyon, il y a un nombre de pressing qui ferme qui est absolument considérable. On avait prévu, nous, cette baisse de pressing parce que ça fait quand même quelques années que ça tient aux alentours de 4000. C'est venu un petit peu après parce que le Covid a réussi à en sauver quelques-uns pendant 2 ans grâce au PGE. Les PGE sont à rembourser pour les premiers à partir du 15 mars, c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine. Ça va être repoussé, a priori. Non, c'est déjà repoussé d'1 an. Là, quoi qu'il arrive, ça ne sera pas repoussé. Dans notre métier, ça ne sera pas repoussé. Donc, tout le monde doit les rembourser à partir du 15 mars. Et comme le chiffre d'affaires n'a pas été au rendez-vous, évidemment, depuis 2 ans, les pressings indépendants qui ont bénéficié d'un PGE n'ont aucune possibilité de pouvoir, en plus de leur exploitation classique, rembourser le PGE du passif qui représente 25% du chiffre d'affaires à rembourser sur 4 ans. Donc, du coup, ils sont tous… ça va être un massacre, malheureusement, dans notre profession, quoi. D'accord. Ok, bon, merci pour toutes ces explications. Bon, maintenant, on va passer aux médias et M6. Vous avez été diffusé 2 fois sur M6. C'est pas courant qu'on passe 2 fois le même programme comme ça en si peu de temps. Tant mieux pour Sequoia. J'avais vu les chiffres, un peu plus de 2 millions la première fois de téléspectateurs, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Bravo, 2,2 millions la première. Ouais. J'ai encore quelques copains chez M6 et RTL, donc j'ai pu avoir les trucs. Et la deuxième, c'était 1,8 million, ce qu'on m'a dit. Ouais, la deuxième, effectivement, ça a fait un taux d'audience complètement délirant pour une rediff en deuxième partie de soirée. Ouais, exactement. Donc ça, c'était une très bonne surprise aussi bien pour M6 que pour nous. Programme intéressant. Il nous avait approché il y a 4 ans, mais on était trop petits pour le faire parce qu'il fallait quand même un nombre de collaborateurs dans le réseau suffisant pour faire un casting. Parce que c'est pas une télé-réalité, mais c'est quand même un peu une télé-réalité. Donc, il y a des casteurs professionnels. Mais pourquoi Sequoia, en fait? Tu as une raison à ça ou... Oui, parce que c'est très compliqué pour eux de trouver des secteurs d'activité différenciants. Ils ont déjà fait 15 fois des restaurants, ils ont déjà fait 3 fois de la grande distrib, ils ont déjà fait 15 fois des ventes de fringues ou de chaussures. Donc, du coup, ils sont obligés de chercher un petit peu autre chose et ils voulaient faire du service, donc ils ont voulu faire du pressing. Et dans le pressing, aujourd'hui en France, ils ne voulaient pas faire 5 à sec. Donc, ils sont tombés sur nous, ils n'avaient pas trop le choix. Et nous, on a beaucoup réfléchi, nous, avant de participer ou pas, parce que c'est une émission qui peut être à double tranchant, évidemment, parce que comme c'est filmé en conditions réelles, les salariés sont vraiment, entre guillemets, piégés. Ils sont pas prévenus à l'avance. Tout ce qui est dans l'émission est vrai. Donc, c'est toujours à double tranchant parce qu'on peut dire une connerie, on peut faire n'importe quoi, on peut aller en engueuler un qui fait n'importe quoi. Ça peut être maintenu, même si on a évidemment le droit de regard sur le montage. L'émission doit être diffusée, donc si on coupe tout, ça marche plus. Donc c'est toujours à double tranchant. Et on s'est dit que j'avais appelé plusieurs chefs d'entreprise qui étaient passés déjà, qui m'ont tous dit que les retombées pour eux avaient vraiment été dithyrambiques et que ça leur avait fait une grosse com gratuite, parce qu'on ne paye pas pour participer, on n'est pas payé non plus, mais on ne paye pas. Et donc du coup, une petite société comme la nôtre, c'était une occasion inespérée d'avoir 1h30 en prime time sur une enseigne, sur une chaîne nationale, de parler à la fois de notre métier et de parler de notre enseigne. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on fonce, quoi. D'accord, ok.
Ok, bah, j'avais une des questions. Est-ce que il y a des contreparties? Non, il n'y a aucune contrepartie. Vous n'avez pas dû nettoyer les costards de Taverneau pendant un an? Non, je crois qu'il a les moyens de payer le nettoyage de ses costards. Ok, Donc, pas de cadeau. Non, il n'y a pas eu de contrepartie. C'est assez prenant parce que c'est 15 jours de tournage où on ne voilà. fait que Ouais, ça. ouais. C'est assez fatigant, mais c'est très intéressant parce que ça permet aussi de souder un petit peu tout le réseau de franchise parce que tous les collaborateurs, évidemment, et tous les partenaires franchisés ont regardé le programme et du coup, ça leur a plu de parler aussi un petit peu de leur boutique. Ça nous a permis d'avoir beaucoup de CV aussi de personnes qui cherchaient un métier et qui se sont dit pourquoi pas Alors, ça. Parce que ça, c'est dans les retombées positives, ça. ouais, dans les retombées positives, on a eu beaucoup de demandes de franchise. On le faisait beaucoup pour ça, pour avoir des demandes de franchise. On a eu plus de 40 demandes de franchise sur la première diffusion et plus de 20 sur la seconde. Et sur les 60 demandes de franchise, on va en concrétiser plus que la moyenne. D'habitude, on fait 5% de concrétisation. Et là, on va plutôt faire 15% parce qu'on va en concrétiser 9. D'accord. Donc, il y a 9 ouvertures prévues à la suite de ça. Voilà, de personnes qui ne nous connaissaient pas avant et qui ont regardé le programme et qui ont du coup souhaité ouvrir une franchise. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça va nous permettre de faire grossir de 15% le réseau d'un coup d'un seul sans avoir de coût de communication derrière. Ça nous a permis d'avoir des contrats entreprises aussi. Personnes qui ne savaient pas, parce qu'on a mis l'accent là-dessus évidemment, sur les contrats entreprises, puisqu'on a fait suivre un chauffeur-livreur pendant l'un des trois tournages. Donc on a eu des contrats entreprises. Donc pour nous, on n'a eu que des retombées positives. On n'a pas eu une seule retombée négative. Donc, pas de green bashing, rien du tout de tout ça. On n'a pas eu de green bashing. On a eu un ou deux haters, évidemment, sur Twitter ou par email, plutôt cocasse, mais rien de passionnant. Des anciens salariés, peut-être. Peut-être des anciens salariés qui ont été mis à la porte parce qu'ils faisaient mal leur boulot et qui se vengeaient. Non, mais a priori, enfin en tout cas très peu, rien d'important. Donc pour nous, ça a été un programme extrêmement positif, ouais. Extrêmement D'accord. positif. Tout le monde n'est pas naturel devant une caméra. Tu n'as pas eu de souci de te dire comment je vais passer, ou est-ce que mes collaborateurs ou est-ce que les gens qui ont été castés vont bien passer non, Alors les gens qui ont été castés, comme c'est des professionnels de casting, ils ont choisi des personnes qui avaient un peu de personnalité, qui étaient assez intéressantes et qui pouvaient se susciter, parce que l'émission peut être un peu chiante, hein, ça dure 1h30, c'est quand même très très long. Donc ils sélectionnent des personnes qui ont une personnalité relativement expansive pour que le programme devienne intéressant. Donc ça, on n'avait pas de problème là-dessus. On avait peur qu'il fasse évidemment un paquet de conneries et qu'on ait une image catastrophique d'une entreprise qui ne sait absolument pas gérer son métier. Donc ça, c'était un petit peu la crainte, évidemment, mais ça s'est plutôt bien passé, donc ça, c'était positif. Et c'était beaucoup de boulot parce que j'ai bossé avant comme un malade avec les équipes d'attachés de presse pour tout au long du programme. Ne pas oublier qu'on a un micro-cravate pendant 8 heures de suite parce que c'est filmé non-stop de 9 heures du matin jusqu'à 18 heures. Et la plupart des gens, même des professionnels du métier, on oublie un moment ou un autre qui sont enregistrés constamment. Donc ça, c'est quelque chose de très important à ne jamais oublier parce que ça reste, en plus de l'immersion, ça reste quand même pour nous une campagne de communication. Bien sûr, on apprend des choses sur son entreprise, mais c'est surtout une campagne de communication. On ne va pas se voler la face. Donc, il fallait être sûr de bien balancer tous les verbatims qui étaient importants, tous les bullet points qu'il faut absolument faire passer sans que ça paraisse pour de la publicité. Donc, dès qu'il y avait une remarque d'un collaborateur sur lequel on pouvait balancer un petit avantage concurrentiel de l'enseigne, il fallait y aller de façon discrète. Donc, pour faire ce genre d'émission, il faut vraiment beaucoup, beaucoup bosser en amont pour ne pas faire de conneries, quoi. D'accord. Pour que le message passe bien. Comment est-ce que les franchisés ont réagi par rapport à l'émission? C'était plutôt positif? Oui, ils étaient très positifs. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas contents qu'on n'ait pas tourné chez eux. Donc là, l'avantage, c'est que j'ai pu me dédouaner parfaitement en disant c'est pas nous qui avons fait le casting, c'est M6, donc je n'ai pas choisi. Donc c'était neutre. Comme ça m'a permis de ne pas m'en mettre à dos, chose qui était vraie en plus. Non, ils ont très bien apprécié le chose parce que tous leurs entourages à chaque fois leur en parlaient, parce qu'évidemment les amis, les parents, les cousins, les clients de nos partenaires franchisés ont regardé l'émission et du coup leur en parlaient. Et comme c'était une bonne émission, du coup on n'a pas eu de soucis, mais ça aurait été un massacre. C'était quand même assez risqué pour nous.
D'accord. À la fin donc dans le concept de l'émission, c'est à la fin de l'émission, tu reçois et tu révèles qui tu es. En fait, le salarié mystère, en fait, c'était le patron. Comment est-ce que ça a créé des jalousies au niveau des salariés ou en disant pourquoi c'est lui qui a été choisi, il a une augmentation, pas moi, ou machin. Voilà, ça n'a pas créé un peu de conflit en RH? Alors, ce qui était très compliqué, c'est que nous, 2 des 3 salariés qui étaient suivis étaient des salariés de partenaires franchisés et pas les nôtres. D'accord. Donc évidemment, c'est impossible de leur donner une augmentation parce que c'est pas nous qui allons la payer, c'est le partenaire franchisé. Ouais. Donc ça, c'est toujours plus dur quand c'est pas nos collaborateurs, évidemment. Donc du coup, on a dû jongler un petit peu en faisant des primes qu'on paye nous, qu'on déduit des redevances de franchise, en faisant des formations, etc. Donc il y a eu un petit débat avec les deux franchisés avant, évidemment, la La petite scène de diffusion. révélation Ouais. je me cale avec eux pour savoir ce que je pouvais leur proposer ou ce que je ne pouvais pas leur proposer. Donc, j'avais pas forcément les mains libres là-dessus, mais on s'en est à peu près sorti. D'accord. OK. C'est jamais facile. OK. L'impact, tu nous en as parlé en termes d'image. En termes de chiffre d'affaires, il y a eu un impact? En termes de chiffre d'affaires, on savait que ça serait restreint. On a fait une journée record absolue le lendemain de la diffusion de l'émission. On a fait D'accord. 50% de plus sur le réseau que d'habitude et 12,5% de plus ou 25% de plus le jour d'après. Et ensuite, après, on est revenu à la normale, principalement des nouveaux clients, donc ils sont revenus depuis. Mais ça, on savait que ça ne nous ferait pas une retombée immédiate. Ça n'allait pas exploser le chiffre d'affaires du jour au lendemain de l'enseigne. Mais par contre, on a eu beaucoup plus de demandes de franchise que ce qu'on aurait pu penser. On D'accord. pensait qu'on aurait 2, 3 demandes sérieuses et finalement, on va en faire presque une dizaine. D'accord. OK. Est-ce que ton déguisement t'a plu ou pas? Bon, ça, c'était abominable. Bah oui, c'est un peu ce que je pensais aussi, ouais. Ça, c'était abominable. Il faut mettre son ego bien au fond de sa poche et puis évidemment, supporter les rires Est-ce que ta de, famille, de, tes enfants t'auraient reconnu ou pas? de l'entourage. Non, j'ai montré à ma grande fille qui avait 5 ans le jour de la diffusion, elle ne m'aurait pas reconnu. J'ai montré les photos, elle était très surprise. OK, OK. Écoute, merci. Bon, j'ai plus d'autres questions parce que tu as répondu à pas mal de choses. On va lancer les questions et les idées. Je vais commencer avec une. Ah oui, si, je voulais savoir aussi, est-ce que tu conseilles pour conclure, tu conseilles d'autres à d'autres entreprises si elles sont sollicitées de le faire sans aucun problème? Ah oui, là, il faut y aller à fond. Hein. L'immense majorité des entreprises ont eu des retombées canons. Hein. D'accord. Ok, De ouais. toute Toi, façon, quand on a surtout quand on a une petite boîte, alors c'est plus risqué. Celui qui est passé après moi, c'était le patron de Franprix. Et bon, c'était un gars qui n'était pas à l'aise avec la caméra, c'était le directeur général, il a fait une émission un peu pourrie. M6 l'a placé en plein mois d'août quand il n'y avait personne parce qu'il fallait les diffuser, mais bon, c'était pas terrible. Et pour les très grosses entreprises, c'est moins intéressant. Pour les plus petites qui font du B2C, c'est passionnant. Parce que quoi qu'il arrive, quand on est une petite boîte et qu'on n'a pas les moyens de faire de la pub télé sur TF1 avant les matchs de foot ou avant le 20h, il faut faire un maximum de communication possible par tous les moyens et tout ce qui est retombée presse, interview radio, retombée télé. Le principe de base, à part les trucs complètement à la con, mais le principe de base, c'est d'essayer de tout prendre, quoi. Il faut avoir un maximum de retombées parce que ces petites briques, les unes après les autres, qu'on va réussir à faire connaître son entreprise. D'accord. OK. Bon, très bien. Merci, Nicolas. Je vais peut-être lancer le débat. Alors, il y a Delphine qui a mis. Alors, je ne sais pas, ceux qui veulent poser des questions, vous envoyez des messages à Delphine. Ça va être peut-être comme ça. Moi, je vais lancer une première question. Quel est ton pressing de rêve? Quel est le pressing, enfin, pour toi, le pressing idéal, ça serait quoi? Il y aurait quoi dedans? Ah bah, le pressing idéal, il serait très grand, il serait très beau et il y aurait surtout 5 collaborateurs ou collaboratrices d'immense qualité Des maîtres utilisent teinturiers, quoi. qui utilisent parfaitement le discours commercial, qui maîtrisent le français, qui font les ventes additionnelles et qui font la prestation de pressing absolument parfaite. Évidemment, Tu demandes beaucoup, ouais. ça, c'est un rêve. Mais Ouais. ce qui fait la qualité in fine et le succès in fine d'un pressing, on le voit bien, hein, tous ceux qui sont les plus grosses boutiques du réseau, c'est pas forcément ceux qui sont dans les plus grosses villes ou avec le plus gros pouvoir d'achat, ce sont celles qui sont le mieux tenues et qui ont les meilleurs collaborateurs. Ouais.
Ok, merci. Je vous laisse contacter directement Nicolas sur le chat. Delphine, on fait comme ça? Oui, ils peuvent poser une question directe sur le chat et on la lit. Ou sinon, comme on n'est pas très nombreux, n'hésitez pas à ouvrir Ouais, votre vous pouvez prendre caméra la parole, hein, c'est sympa et aussi. prenez Hein. la parole, c'est plus sympa. Voilà. Donc, il y a Alix qui pose une question qui demande ce qui explique le déclin du pressing. Alors ça, c'est une excellente question, Alix. Ça, c'est la bonne question. Le déclin du pressing, c'est la profession qui s'est tuée elle-même, tout simplement. Parce que sur les 4000 pressings qu'il y a en France aujourd'hui, il y a 3800 indépendants, quoi, grosso modo. Il y a 155 ASEC et 70 Sequoia. Et tout le reste sont des indépendants. Et l'immense majorité de ces boutiques sont toutes pourries, toutes vieillottes. Il n'y a pas eu un coup de peinture depuis 25 ans. Il n'y a pas eu une communication. La plupart, ils n'ont même pas de site web. La boutique est crade. La prestation est de mauvaise qualité. Tout simplement, c'est-à-dire que c'est le métier qui s'est tiré une balle dans le pied tout seul et qui ont suscité le départ des collaborateurs, enfin des clients les uns après les autres, parce que la plupart des gens vont au pressing le moins souvent possible, parce qu'on ne sait jamais si la tâche va partir, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va récupérer ses vêtements, on ne sait jamais si on va les récupérer, si on peut se retrouver avec ceux du voisin, etc. etc. Donc c'est plutôt une faiblesse de l'offre qui a entraîné une déclin plutôt qu'une faiblesse de la demande. D'accord. Ouais, Ok. c'est dommage. Est-ce Allez-y. que vous avez d'autres questions? Alors. Je vois que Anne se connecte à l'audio. Ouais. Moi, j'en ai une, Cédric. Ah. En fait, je me disais que je suis un peu client pressing et c'est vrai que on ne rentre pas, c'est un pas de porte, mais on ne rentre pas dedans. Enfin, on dépose à l'entrée juste un desk. Qu'au final, je connais pas bien le magasin, je connais pas les machines qu'il y a derrière. Le personnel, à part lui dire il y a une tâche là et je vais le récupérer après-demain, il y a peu d'échanges. Et du coup, je vois que dans les restaurants, maintenant, il y a beaucoup de dark kitchen. Donc, est-ce que il pourrait pas y avoir des dark pressing qui se développeraient et ça vous coûterait moins cher que des pas de porte? Alors, ça, c'est encore une très bonne question, Cédric. Alors, il y a une vraie problématique dans notre métier, c'est qu'on n'est pas sur de l'achat, on est sur du service avec quelque chose que le client a acheté, parfois cher, parfois même très cher. Et il doit y avoir une relation de confiance qu'il y a entre le pressing et le client. Donc, le client veut voir en fait la personne qui va s'occuper du costard, du manteau, de l'impair qui va apporter au pressing. Et la problématique de tous ceux qui font justement un peu de dark pressing avec du coup un service de livraison qui est obligatoire dans ce cas-là, c'est que la livraison, ça coûte très cher. Et dans notre métier, il y a 2 livraisons parce qu'il faut aller chercher et il faut rapporter. Donc, ça coûte 2 fois plus cher que dans d'autres métiers où il y a juste une seule livraison. Ça, c'est la première des choses. Et il y a un aspect confiance qui doit être primordial. Donc, j'imagine que tes clients dans un pressing d'une grande surface, alors du coup, si tu rentres même pas dans la boutique et que si tu es le long du desk, ça doit être dans un centre commercial. Non, c'est dans une rue. Je sais même pas le nom. Tu rentres quand même dans la boutique. Alors, oui, mais vraiment, il y a 2 mètres carrés. Où on il y a 2 mètres carrés, oui. Et ça, c'est une vraie problématique, effectivement, qui est reconnue par tous les clients. C'est pour ça que nous, dans nos boutiques, on a essayé de faire des surfaces accueil qui soient les plus grandes possibles pour vraiment que le client ait l'impression de pénétrer à l'intérieur du pressing, même s'il reste toujours dans une surface accueil. On a essayé de faire ça le plus grand possible pour qu'il se sente à l'aise, pour qu'il se sente en confiance et qu'il ait l'impression de rentrer dans l'entreprise et pas d'être mis sur le côté. Et ça joue beaucoup. L'aspect psychologique joue énormément dans ces métiers de service. Il faut que le client se sente à l'aise et qu'il se sente en confiance. D'accord, merci beaucoup. Alors moi, j'ai une autre question, si je peux prendre la parole, du coup. Est-ce que tu expliques à tes clients ce que tu vas faire avec leurs tâches? Moi, c'est une question que je me pose souvent quand je dépose mes vêtements, étant donné que si je les dépose, c'est que je n'ai moi-même pas réussi à enlever la tâche. Ouais. Du coup, je suis toujours assez curieuse de savoir pourquoi eux, ils y arrivent et pas moi. Alors, s'ils y arrivent après que vous ayez échoué, ça, c'est que le pressing est plutôt pas mal, déjà pour commencer, parce que la première chose qu'on explique, enfin, qu'on est censé expliquer, que les équipes sont censées expliquer à tous les clients, évidemment, Alix, c'est interdit de fumer dans le bureau, ce qu'on est censé expliquer à tous les clients, c'est qu'il ne faut surtout pas que le client essaye lui-même d'enlever sa tâche avant de nous le déposer, parce que si le client a mis de l'eau, il a frotté, il a mis du savon, en fait, 9 fois sur 10, il a incrusté plus la tâche, et ça va être beaucoup plus compliqué pour le pressing à enlever. Donc, ce qu'on explique à nos clients quand il y a une tâche, c'est que surtout, il ne faut rien faire et il faut nous le déposer directement.
l'objectif, évidemment, pour nous, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires. Mais quand le client n'a pas touché une tâche, on a 99% de chances de la récupérer parfaitement. Quand le client a touché, plus il a frotté, plus le pourcentage de chances de le récupérer parfaitement s'amenuise. Ça, c'est le discours commercial qui doit être fait. Et en général, non, on ne va pas expliquer au client ce qu'on va faire parce qu'il doit y avoir un petit côté mystère. Il doit y avoir un petit côté mystère. On va lui dire qu'on va le nettoyer à sec, qu'on a une machine à sec, qu'on va appliquer au coton-tige le petit produit détachant miracle qui va bien, qui est une sauce maison pour enlever sa tâche. Mais on ne va pas lui expliquer que de temps en temps, on va mettre juste un coup de savon de Marseille sur le col de sa chemise et qu'on va le passer dans une machine à laver. Parce que sinon, il va le faire lui-même. Donc, parfois, ça demande 1 heure de détachage pour enlever une tache de vin sur un costume en lin blanc. Et parfois, il y en a pour 3 minutes ou une seule minute de frottage avec un produit, entre guillemets, un petit peu lambda. Donc, l'objectif, c'est l'expertise justement des équipes qui vont garder, entre guillemets, un peu le secret. Ce qu'il faut, c'est prévenir le client si ça n'a aucune chance de partir. Évidemment, pour ne pas lui faire miroiter que ça va être parfait si jamais la tâche elle reste, lui expliquer qu'il y a une possibilité que ça ne parte pas et surtout lui dire que la prochaine fois, il vient directement au pressing plutôt que d'essayer de le frotter lui-même parce que là, ça peut être le massacre. Okay. Bien. Bon, alors, on laisse planer un mystère sur la qualité du savoir-faire. Le pressing mystérieux, c'est un bon concept marketing, hein, c'est plutôt bien. Voilà, ce sont des... D'autres questions? Allez-y, n'hésitez pas. J'ai une autre question, du coup, Nicolas. Vous ne voulez pas faire un peu comme O2, c'est-à-dire que vos personnels qui repassent dans vos locaux puissent aller aussi au domicile de personnes âgées ou personnes handicapées ou sortir de la boutique? Alors ça, c'est une très bonne question. On est en train de commencer à se battre avec le ministère de l'économie pour faire en sorte que les prestations pressing soient aussi déductibles des impôts au même titre qu'une repasseuse ou qu'une femme de ménage à domicile, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qu'on trouve absolument parfaitement injuste, parce qu'il y a beaucoup de clients qui viennent chez nous pour leur chemise, tous les clients masculins notamment, et qui ont le choix entre une femme de ménage qui vont déduire de leurs impôts et aller au pressing et qui ne vont pas déduire de leurs impôts. Donc, on trouve que ça ne va pas du tout, cette histoire, et on aimerait bien pouvoir faire en sorte de faire bénéficier nos clients du même on trouve qu'il y a un déficit évidemment de concurrence. Et pour répondre à ton excellente question, Cédric, on a déjà énormément de mal aujourd'hui à trouver des collaborateurs qui veulent bien travailler en boutique. On n'a pas du tout envie de se lancer dans des ressources humaines à grande échelle pour aller envoyer des collaborateurs chez les particuliers. Et on a aussi des machines, nous, qui sont importantes pour nous, parce qu'on a des machines professionnelles et on ne veut pas que nos collaborateurs aillent laver des chemises dans la petite machine ménagère de 5 kg du client, parce que ça va être beaucoup plus compliqué à repasser et la prestation sera beaucoup de moins bonne qualité que quand c'est fait dans nos grosses machines professionnelles. Ça va être moins froissé, moins abîmé, la durée de vie de la chemise va être plus longue, etc. etc. Donc, ce n'est pas du tout notre target cible. C'est pas du tout notre target cible. On n'est pas structuré pour ça, on n'a pas les finances pour ça et on n'a pas envie de le faire. Ouais. Ça pourrait être des partenariats avec des conciergeries, non? Alors, vous l'avez jamais envisagé? Si, on fait des partenariats avec des conciergeries d'entreprise pour qui, entre guillemets, on sous-traite les prestations de pressing. Mais les conciergeries d'entreprise, malheureusement pour elles, se portent toutes très mal aujourd'hui parce que le télétravail, évidemment, depuis 2 ans, a imputé de façon considérable leur chiffre d'affaires. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de conciergeries d'entreprise qui ont été attrapées par le Covid. Donc, c'est un business qui va se remettre en route. Et là où ça va faire plaisir à Xavier, c'est qu'on est en train de faire un petit coup de 2.0 et on va lancer une solution qui va permettre aux entreprises de proposer à tous leurs collaborateurs un service pressing où chaque collaborateur va lui-même créer son compte sur l'onglet de l'entreprise /Sequoia Pressing, va pouvoir dire qu'il dépose 5 chemises et nous on va passer 2 fois par semaine dans les entreprises pour récupérer chacun des sacs et les rapporter dans la même semaine. Ça, il fallait un petit développement web qui soit connecté à notre logiciel de vente. Donc, on va essayer, entre guillemets, de court-circuiter les conciergeries parce que les conciergeries d'entreprise, 90% de leur business, c'est le pressing. Ouais. J'imagine que ça peut bien fonctionner dans les grandes tours à la Défense, les tours EY, KPMG, compagnie, où ils ont des services de pressing organisés. Exactement. Donc, on est en train de finir notre petit développement et on va leur proposer ça. Super. On va voir ce que ça donne.
Est-ce que vous avez acheté des terrains dans Metaverse? Le premier pressing Metaverse Alors, je n'ai pas encore vendu le premier pressing en NFT, là, en Metaverse, Ouais. etc. Bah, C'est on ne sait jamais. Hein. C'est fantastique. Moi, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux. Même une société qui s'est créée aujourd'hui et qui fait des grandes bouteilles de vin fictives. Donc, vous pouvez acheter votre Aubryon 2021 en primeur, mais qui est une bouteille qui n'existe pas. Vous la payez à peu près le même prix que la bouteille qui existe, mais là, vous n'avez pas de bouteille. Par contre, vous avez un certificat numérique qui dit que vous avez une bouteille. Et tu ne la bois pas en plus. Ben non, il n'y a pas de bouteille. Enfin, il y a un QR code sur un serveur. J'ai beaucoup de mal avec ça. C'est fantastique. Tout le monde se lance là-dedans uniquement pour c'est de la pure spéculation. Hein. En croyant qu'on va acheter un truc qui n'existait pas, en espérant qu'on va vendre plus cher que ce qu'on a acheté. C'est fantastique. Il y a forcément un moment où ça va faire splouch. Hein. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais c'est merveilleux. C'est fantastique. Le monde moderne est quand même complètement dingue. Il y a une youtubeuse qui a fait un carton hier parce qu'elle a proposé de vendre l'eau de son bain. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Qui ça? Une youtubeuse, une influenceuse qui vend l'eau de son bain. Et les gens achètent des petits flacons d'eau du bain de la nana. C'est absolument génial. On fait n'importe quoi, on vend n'importe quoi. Et ce qui est fantastique, c'est qu'il y a des acheteurs. Ouais, mais c'est ça qu'il faut. Il y a des acheteurs pour tout. Il y a des acheteurs pour tout et malgré ça, il y a malheureusement la plupart des personnes qui cherchent à créer leur entreprise ne trouvent pas forcément le succès, alors qu'il y a des acheteurs pour tout et n'importe quoi. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que vous avez un organisme de contrôle? Parce que comment est-ce qu'on peut vérifier que les pressings n'utilisent plus le produit interdit dont tu parlais tout à l'heure? Alors ça, le pressing est un métier qui est régi par les préfectures de police. C'est un métier qui est à déclaration. Donc, logiquement, ce sont les préfectures de police qui sont censées faire le tour de tous les pressings de France à partir de maintenant. Ils avaient 2 mois après le 31 décembre, donc à partir depuis la semaine dernière, pour vérifier qu'il n'y en ait pas encore un qui a une machine au perclos. Et s'il y en a un qui a une machine au perclos et qui tourne, ils sont censés lui baisser son rideau de façon immédiate. D'accord. Tu penses qu'il y a encore des pressings qui les utilisent, ces produits? Oui, il y en a encore 700 sur les 4000. Les préfectures, ce n'est pas l'ordre du jour du ministère de faire fermer 700 pressings en France la semaine prochaine, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont en difficulté financière, ceux qui n'ont pas changé leur machine, donc qui ne pourront pas le faire. Donc pour l'instant, ça dépend un peu des départements, mais pour l'instant, ils ne sont pas encore extrêmement agressifs. Ils vont finir par l'être, mais là, ils considèrent qu'avec leur Covid, ils vont peut-être laisser quelques mois supplémentaires encore aux derniers réfractaires pour évoluer, mais ça ne dépend pas de nous, donc ça dépend des préfectures. Et nous-mêmes, on doit être contrôlés tous les 5 ans par la PAV ou par Socotec pour confirmer qu'on est bien aux normes. Ok. J'avais aussi une question, Nicolas. Est-ce que vous envisagez, je pense par exemple aux clubs de vacances où, par exemple, on voit des entreprises de pressing, j'imagine, qui nettoient les draps, les serviettes, les nappes? Eh ben, dis donc, j'aurais tous dû vous prendre dans le conseil d'administration, vous posez toutes les bonnes questions. Bravo Sandrine. Aujourd'hui, on a un business en drap, ce qu'on appelle en plat, en drap, en blanchisserie qui explose pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a une explosion du Airbnb, de la Bretelle, du gîte de France, de la chambre d'hôte, du petit relais et château, etc. partout en France. Et la seconde, c'est que Elis, qui est le gros leader français de la blanchisserie, a décidé depuis l'année dernière de ne plus faire du nettoyage de draps. Ils ne veulent faire que de la location, entretien de draps. Donc le Airbnb ou le gîte de France qui veut garder ses propres draps à lui parce qu'il veut des draps bleus, parce qu'il a des ridés bleus, il ne veut pas les draps blancs à la con de chez Elis qui sont chez Ibis, et ben en fait, c'est Elis qui lui rompt directement son contrat. Parce que lui, il veut garder ses propres draps. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il tape pressing drap sur Internet, il tombe sur nous en premier, il nous appelle. Et on a décidé depuis l'année dernière, depuis 2 ans exactement, on a commencé l'année dernière, à ouvrir dans les stations balnéaires. Le plus gros pressing du réseau, c'est celui qui est à côté de Chamonix, à Passy, dans une petite ville de 10 000 habitants, où ils font 50% de leur business avec des draps, avec de la location de chalets. Et du coup, on a décidé d'ouvrir dans les stations balnéaires. On a ouvert au Touquet Paris-Plage l'année dernière au mois de mai. On a fait un carton complet. Au mois d'août, c'était la 2e plus grosse boutique du réseau, 3 mois après l'ouverture. Mais là, on va ouvrir sur l'île de Ré, on va ouvrir à Biarritz, on va ouvrir à Saint-Tropez, on va ouvrir à La Baule, parce qu'il y a dans les stations
plutôt CSP+, parce qu'il n'y a pas que des draps, on fait aussi des vestes, des chemises, des polos, des pantalons chinois, etc. Et on a décidé de se développer, chose qu'on n'avait pas du tout imaginé il y a quelques années, mais de se développer à fond dans les stations balnéaires haut de gamme. Ouais, voilà. Voilà. Mais il faut que ça tourne toute l'année. Hein. Ah, mais ça tourne toute l'année. Au Touquet Paris-Plage, 5000 habitants, ils font un chiffre correct même en janvier-février. C'est complètement délirant. Parce qu'on est sur des zones CSP+, et qu'il n'y a qu'un seul pricing, évidemment, dans toute la zone. Donc aujourd'hui, on cherche des partenaires franchisés, des gens qui veulent bien habiter dans des villes horribles, à Antibes, à Saint-Tropez, à Cannes, à Nice, à Saint-Trope, à Biarritz, à La Baule, sur l'île de Ré, etc., où il y a de plus en plus de gens qui habitent. Ça, c'est le gros effet Covid, parce que la résidence secondaire, avec le télétravail, devient une résidence qu'ils appellent maintenant primo-secondaire. On ne va plus que 3 semaines par an ou 4 semaines par an, mais on peut y passer 6 mois par an maintenant en cumulé. Donc là, on s'adapte au changement de vie des gens et on va essayer d'être au plus proche de leur lieu de vie, quoi. Okay. Ouais, et Nicolas, j'ai une autre question alors, qui, au-delà de votre métier, mais plus, je pose la question à l'entrepreneur. Moi, je ne suis pas entrepreneuse, mais j'ai souvent des questions en tant qu'alumni d'étudiants de l'ESCA ou d'autres. Et là, sentez-vous libre de me répondre. En fait, d'après ce que j'ai compris dans votre présentation de parcours, vous êtes devenu entrepreneur 2 ans après être sorti de l'ESCA, si j'ai bien calculé, si j'ai bien compris. Question, mais alors vraiment très, très opérationnelle, très pragmatique. C'est vous avez mis combien de temps pour pouvoir gagner votre vie et quand est-ce que vous avez eu la bonne balance vie pro, vie perso? Voilà, comment vous avez géré ça? J'ai commencé à gagner ma vie, enfin à me rémunérer assez rapidement. C'est-à-dire, la première année, j'avais un boulot avant, je me suis inscrit évidemment au Pôle emploi pour bénéficier d'une petite année de chômage offerte par la Maison France. Mais moi, j'ai levé des fonds tout de suite, dès le jour 1. Donc, en fait, une fois mon année de chômage terminée, je me suis rémunéré directement. Je ne pense pas des salaires évidemment énormes, mais je me suis rémunéré directement. C'est l'avantage de lever des fonds. Quand on ne lève pas de fonds, on commence plus petit, on a plus de capital et on met plus de temps, mais on a plus de mal à se rémunérer aussi, évidemment, tout de suite. Donc, ce qui n'était pas ma problématique à moi, particulièrement. Et pour la balance vie pro, vie perso, moi, j'ai toujours voulu absolument garder un équilibre de vie perso relativement important. Donc, je ne fais pas partie de ces entrepreneurs qui bossent du lundi matin, 5 h du matin jusqu'au dimanche 17 h et qui se donnent 2 heures de loisirs dans la semaine, le dimanche de 17 à 19. C'est pas mon truc parce qu'on est obligé de se donner une limite. Je pourrais bosser de 150 heures par semaine, il y a toujours des choses à faire, mais je préfère avoir une vie personnelle relativement cohérente, une vie familiale en plus, parce que je suis marié, j'ai des enfants maintenant, plutôt que de faire n'importe quoi et de me tuer au boulot. Donc, on préfère avoir une croissance raisonnable mais qualitative et que chaque collaborateur de l'entreprise se sente bien. Et j'appelle pas le samedi et le dimanche les collaborateurs, je les appelle pas à 23 h le soir pour leur dire de faire ci pour demain matin, quoi. Ce que je m'impose à moi, je l'impose aussi aux autres. Et ça me paraît beaucoup plus simple parce que quand on ne fait que bosser, il y a un moment où on craque. C'est vrai. Même si on bosse beaucoup quand même, mais je ne fais pas du 6 h à 22 h tous les jours. Nicolas, tout à l'heure, tu disais que tu avais levé des fonds tout de suite et que tu disais aujourd'hui que ce n'était peut-être pas la meilleure chose à faire, que tu conseilles. Pour quelle raison? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on lève des fonds tout de suite, on se dilue évidemment tout de suite. Et sur des valos qui, avant même la création d'entreprise, au bout de quelques mois, sont toujours faibles, même très faibles. Même si aujourd'hui, on trouve des actionnaires pour tout et n'importe quoi, mais souvent, les valorisations sont faibles. Et le gros problème, quand on lève des fonds rapidement, c'est-à-dire soit avant même d'avoir lancé l'entreprise concrètement, soit tout au début de l'activité, c'est qu'on fait plein de conneries.
Parce que quand on a des moyens, on veut les investir et du coup, on va trop vite dans des choses qu'on n'a pas assez préparées en amont et du coup, on fait connerie sur connerie sur connerie. Donc, non seulement on se dilue, mais en plus, on fait des conneries obligatoirement. Parce que plus on va vite, plus on fait d'erreurs, plus on va lentement, moins on fait d'erreurs. Et plus on fait d'erreurs, les erreurs dans la vie des entreprises, notamment des jeunes entreprises, ça coûte très cher. Donc, si on lève des fonds, qu'on fait des conneries, qu'on claque un peu vite, et ben on est obligé de relever des fonds derrière, parfois des valos encore plus faibles parce que du coup, on a fait des bêtises et on se dilue encore plus. Et l'immense majorité des entreprises et qui se plantent, il y a toujours deux raisons. Soit la première, c'est que le business model est mauvais. Soit la première des premières, c'est qu'il n'y a pas de clients du tout, ou que le produit qu'on lance ne marche pas, soit que le business model est mauvais, soit qu'on va trop vite. Il y a énormément de boîtes qui étaient promis un avenir radieux, qui sont allées beaucoup trop vite, donc du coup, qui ont fait plein de conneries, et qui ont planté la boîte en 2 temps, 3 mouvements, alors qu'ils auraient pu construire quelque chose de fantastique en prenant un petit peu plus de temps et en levant un peu moins de fonds. Donc, je conseille vraiment à tous ceux qui me montrent leur boîte. Et le premier truc qu'ils me disent, c'est moi, je veux valoriser tant pour lever tant. Et à chaque fois, je leur dis, mais attendez, vous allez lever déjà 6 fois moins, vous allez lever un petit peu et pas tout ça. Vous allez faire ça, ça et ça la première, la deuxième année. Et ensuite, vous verrez si ça fonctionne, si le business model, vous l'avez vraiment capté. Et c'est pas uniquement avoir des clients, c'est avoir une rentabilité sur l'activité. Et ensuite, là, vous allez pouvoir lever beaucoup plus et dans de meilleures conditions. C'est l'importance du ciment de la société au départ. Le mortar, comme disent les Américains. Le mortar, c'est indispensable. Alors aujourd'hui, c'est vrai que dans le monde des startups aujourd'hui, où il y a un fric complètement délirant qui a été versé par France Relance et la BPI auprès de multitudes de fonds, et il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de ronds. Et aujourd'hui, effectivement, on trouve des actionnaires, les startups trouvent des actionnaires pour tout et n'importe quoi. Et effectivement, n'importe quel gus qui a une idée révolutionnaire, il y en a 42 000 tous les matins, arrive à trouver 500 000, 1 million, parfois 2 millions d'euros avec une présentation PowerPoint. C'est complètement délirant. Alors, tant mieux pour eux. Si jamais ils ne croient pas vraiment à leur projet et qu'ils veulent se payer tout de suite et qu'ils se disent, bon, on tente, pourquoi pas. Mais si jamais ils croient vraiment à leur projet et croient vraiment que c'est intéressant, c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Ouais, je compléterai ce que tu dis. Moi, je fais partie d'un réseau de Business Angel en Normandie et on a des dossiers qu'on aimerait bien accompagner. On fait des offres sur une valorisation qui nous paraît cohérente. Alors, on est peut-être à 50% de ce qu'ils veulent et on se fait jeter parce que finalement, un réseau de Business Angel n'est pas assez, c'est pas assez puissant, mais n'offre pas autant que voudraient certains futurs potentiels jeunes entrepreneurs. Et voilà, et donc on nous dégage parce qu'on ne met pas 500 000 ou 600 000 d'un coup. C'est assez surprenant. Mais ils auraient tendance, alors que c'est pas le bon truc à faire. Il vaut mieux lever au début 100 000 ou 200 000 euros. Il vaut mieux avoir un concours bancaire. Il vaut mieux avoir quelque chose de très sain, prouver que ça fonctionne et ensuite se développer. Parce que quand on lance l'activité, évidemment, entre la propre présentation PowerPoint qu'on a faite et la réalité qu'il y a derrière, il y a toujours des écarts qui sont souvent même très importants. C'est-à-dire qu'il faut rectifier les choses. Mais quand on a lancé trop fort au début, on se met immédiatement dans une fuite en avant, de relever plus de fonds pour amortir les pertes de l'année précédente et ça finit toujours en mode boudin. Effectivement. Parce qu'il y a très peu de startups qui passent les 5 ans et il y a 98% des startups qui ne gagnent jamais d'argent et qui déposent le bilan. Mais malgré ça, il y a quand même des actionnaires qui espèrent avoir la pépite de demain, miser sur le futur Google et faire x1000 sur leur truc. Et ça n'arrive quasiment jamais. Uber ne doit pas encore gagner d'argent, si je ne dis pas de bêtises. Amazon perd toujours de l'argent sur son métier de base. Oui. Amazon ne gagne de l'argent depuis 2 ans que sur le cloud, grâce au cloud et au marketplace, mais sur leur métier de base qui est de livrer des produits à domicile avec une livraison gratuite, ils perdent évidemment encore de l'argent 24 ans après la création de l'entreprise. Uber perd de l'argent, Blablacar perd des pognons 12 ans après la création de l'entreprise, alors qu'ils ont un business model où ils sont censés prendre de l'argent sur chaque course et c'est pas leurs chauffeurs, c'est des particuliers. Blablacar continue de perdre de l'argent et ça commence à agacer sacrément les investisseurs. Et donc le jour où les investisseurs plantent évidemment le chef d'entreprise parce que ça fait 10 ans que ça gagne des ronds et qu'à chaque fois les présentations elles disent que ça va faire un carton et que ça va gagner de l'argent l'année prochaine, il y a un moment ils arrêtent. C'est un autre débat, ça. On pourra en reparler. donc voilà le problème. Une entreprise, ça doit gagner de l'argent. La croissance, c'est très bien, mais ça doit gagner de l'argent. Je suis d'accord avec toi. Si une entreprise ne gagne pas de rond, elle ne va pas pouvoir survivre très longtemps, quoi qu'il arrive. J'ai une autre question.
Est-ce que tu as eu des concurrents qui sont arrivés depuis que tu t'es installé? Non, on a eu des startups qui ont voulu disrupter le métier, qui sont souvent repartis une main devant, une main derrière. Mais non, on n'a pas eu de concurrents et on n'est pas prêt d'en avoir. Mais pourquoi? Si ça marche. Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est très compliqué. Nous-mêmes, on a mis on a mis 7 ans à avoir quelque chose de parfait. 2008, on a vraiment parfaitement maîtrisé le métier en 2016. Et pendant 8 ans, on a tout changé. Les boutiques d'aujourd'hui n'ont pas une truc identique à la première boutique qu'on a montée en 2008. Ça n'a plus rien à voir parce qu'il y a un savoir-faire qui est absolument considérable qu'il faut prendre parce que si on veut créer une entreprise dans ce métier-là, ce sont des investissements énormes. On peut en faire un, mais si on veut faire les choses bien et qu'on veut en faire 10 et lancer une enseigne et faire de la com, il faut avoir des reins très solides. Et comme c'est un métier qui est très compliqué, si quelqu'un se lance tout seul, et on a eu plusieurs qui ont fait ça, qui ont ouvert 5-6 pressings d'un coup, qui ont levé des fonds, ils sont tous passés à la trappe immédiatement, parce que c'est un métier sur lequel il faut beaucoup d'abnégation, de travail et d'écoute de clients pour arriver à faire en sorte de gagner de l'argent, quoi. Donc, celui qui veut gagner des ronds dans notre métier, il a plutôt intérêt à ouvrir 5 franchises chez nous qu'à essayer de partir tout seul, fleur au fusil, pour essayer de découvrir ce métier. Et comme il n'y a pas d'experts du métier qui sont entre guillemets jeunes et dynamiques, parce que on a un métier où tous les acteurs indépendants ont plus de 60 ans, c'est complètement délirant. C'est pas à 65 ans qu'ils vont se dire tiens, je vais lever des fonds, je vais monter une enseigne, je vais en faire 30. Ils sont plutôt en phase de vendre leur boutique. Donc du coup, a priori, on n'est pas prêt de voir un concurrent très sérieux avec des moyens arriver chez nous. Et c'est un métier qui n'intéresse pas grand monde, comme c'est un petit métier qui n'est pas à la mode, entre guillemets, ça n'intéresse personne, donc tant mieux pour nous. Oui. Jusqu'au jour où 5 à sec aura décidé de relancer la machine. Pour l'instant, 5 à sec, ils perdent plusieurs millions d'euros par an. Ouais. Ils ont changé 8 fois de directeur général en 8 ans. Ouais. Ils appartiennent à un fonds de dette, au fonds du prince de Liechtenstein, qui chaque année refout 5 millions pour amortir les dettes de l'année dernière, et chaque année il dit que c'est la dernière fois. Et il y a un jour où ce sera la dernière fois. Donc c'est pas, ils ne sont pas en pleine forme, les pauvres vieux. D'accord. C'est une vieille entreprise qui a 70 ans et qui ne s'est pas renouvelée, quoi. Ouais, des années 70, ouais. C'est un de mes voisins qui l'a créé. Il n'est pas très loin d'ici. Monsieur Hénaud Morel. D'autres questions? C'est bon pour vous? On avait prévu de faire 1 heure. C'est bon pour tout le monde? Merci beaucoup, Nicolas, pour cette intervention. C'était vraiment top, Nicolas. Merci. Ouais, merci. Ouais, Le témoignage était très éclairé et très éclairant. Et... Donc, écoute, de notre point de vue, c'est un succès. Que les participants n'hésitent pas à nous faire part de ce qui leur a plu, moins plu, pour qu'on soit dans une démarche d'amélioration, si c'est possible. Et vous pourrez, c'est parfait, merci beaucoup. Vous pourrez faire suivre le lien sur les différents réseaux, LinkedIn, ce que vous voulez, de l'interview, quoi, pour faire un peu de buzz. Écoutez, merci à tous d'avoir été là, ça fait toujours très plaisir, ça fait du bien de parler un petit peu de son entreprise, ça permet de réfléchir à des trucs en même temps. Quand on parle à voix haute, c'est bien, on se dit tiens, je dis ça, mais c'est vrai pourquoi je ne l'ai pas fait. J'ai pris des notes. Sur 2-3 choses, j'ai pris des notes, donc merci. Et du coup, c'est intéressant. Ne pas aller trop vite, construire pierre après pierre, ne pas s'emballer et rester très humble, parce que comme disait Felou, c'est pas parce que ça marche aujourd'hui que ça marchera demain matin. Nous avons bien noté ton invitation à participer à ton conseil d'administration. Les jetons de présence sont gratuits. Il n'y a pas de fees. Hein. Désolé Cyril, on n'a pas 50 000 € de fees par administrateur malheureusement. Ouais. J'aurais essayé. J'ai pas osé la faire. Merci à tous. Et on essaye de se dire peut-être dans 1 mois ou dans 2 mois avec une autre personne qui aura accepté notre invitation. Eh ben, à très bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci Delphine. Merci, bonne journée à tous. Bon après-midi. Ciao. Ciao. Au revoir, merci.